Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle FAQ. Il va y en avoir deux ou trois cette semaine, comme je suis tout seul. Mais tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Les amis, je commence. Donc, du coup, première question de notre ami Fraternité qui nous dit faut-il que j'investisse dans un grappling demi pour que je puisse m'entraîner à la maison et donc dépendre de personnes pour m'entraîner très souvent. Alors, il parle, vous savez, des mannequins de grappling qu'on peut retrouver un peu partout. Alors moi, je trouve que c'est un super investissement si vous avez une logique de travail. Fred, sur le Club des Balaises, il a fait tout un cheminement, en fait, où vous pouvez voir progressivement des drills qui vont vous amener sur du ground and pound, sur des transitions. Alors, c'est illimité, hein. Vous vous doutez bien, avec ce type d'outils, on peut vraiment tout travailler. C'est ça l'avantage d'ailleurs. Et surtout, on dépend de personne. Et je pense que ça, c'est le plus important. Donc pour moi, tout pratiquant qui a la possibilité, je parle que ce soit chez lui, de s'aménager par exemple dans un petit garage, etc., un espace dédié, il peut s'acheter un mannequin de grappling. Maintenant, ils ne sont pas tous égaux. Nous, on en a acheté un. Là, on va, je pense, récupérer peut-être le Fartex là. Mais celui qu'on a, on a dû le remplir. Les gars, si je vous dis c'est un truc de fou, pour le remplir, c'est incroyable. Franchement, c'est insupportable. Ça, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop mou, en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop dur, etc. Donc, ce que j'aime bien avec certains, alors ils ne sont pas donnés, hein, certains mannequins, mais là c'est du 400-500 € minimum, je pense, c'est qu'il doit avoir des tiges de fer à l'intérieur parce qu'on peut les mettre dans diverses positions, alors que le nôtre il est figé, quoi. Hein. C'est-à-dire, enfin, il est souple, mais il ne tient pas dans une position donnée. En tout cas, on ne peut pas bien driller. Donc, vous n'allez pas pouvoir prendre le dos, etc. C'est assez compliqué. Donc voilà, moi ce que je vous encourage à faire, si vous en achetez un, en achetez un, achetez-en un, pardon, mais de qualité. Ça sera beaucoup plus productif pour vous et vous pourrez vraiment driller dans toutes les positions. Je sais qu'à l'INSEP, ils en avaient un qu'ils avaient carrément, alors ça coûte une fortune ça aussi, mais je pense qu'on peut le faire maison. Ils en avaient carrément un accroché au mur. Donc c'est-à-dire qu'ils pouvaient driller leur lutte, leur single leg, leur double leg, etc. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait même des sacs de frappe qui étaient comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est un outil qui peut vraiment être génial si vous avez l'espace et si vous avez le budget. Autre question. Salut l'équipe, salut à tous les auditeurs. J'ai une question pour la prochaine FAQ. Que pensez-vous de bouger dans plusieurs clubs pour prendre des techniques et sparer avec plusieurs adversaires différents? Est-ce utile en France ou à l'étranger? Alors c'est une question qui revient souvent. Euh, alors, c'est utile à des moments. Par exemple, Anthony Salamon, avant d'attaquer son camp d'entraînement, donc avant de rentrer, on va dire, dans un pic d'individualisation, donc ciblé pour le PFL Paris, là, il est actuellement à Sandford. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle parce que ça change de nom tous les ans, suite au rachat de divers investisseurs. Euh, mais du coup, ça lui permet de se parer avec des combattants de haut niveau, des combattants qui sont au Bellator, des combattants qui sont déjà actuellement au PFL, des combattants qui sont à l'UFC. Et ça te permet de te situer et ça peut, si tu fais des belles performances, si tu donnes une belle opposition, on va dire te mettre dans une condition favorable pour aborder un tournoi, par exemple, avec de l'enjeu. Pourquoi? Parce que ça te permet de te situer et donc tu n'as pas ce sentiment de culpabilité. Je sais que nous, avec Fred, quand on est allé tourner chez Unity, le fait de tourner avec tous les Murilo Santana, les frères Miao, Fetchavé, Kumis, avec tout le monde, ça te permet de te situer. Donc si tu fais tout ton camp d'entraînement avec des gens comme ça, tu vas pas avoir peur d'un mec qui est inconnu, quoi. Pourquoi? Parce que toi, tu t'entraînes avec ce qui se fait de mieux dans le monde et ce qui est le plus compétitif. Donc oui, ça peut être un avantage assez significatif à des moments donnés. Maintenant, si, je sais pas, tu affrontes un combattant en particulier, le problème de ces grosses écuries, c'est en général, c'est le fait que ça ne va pas être individualisé pour toi. Hein, ils n'en ont rien à foutre, ils ont 100 combattants. Par contre, tu vois une autre posture, tu vois une autre vision, tu vois une autre sensibilité, tu vois une autre façon de travailler. Et surtout, tu ne spares pas avec toujours les mêmes personnes, ce qui nous arrive régulièrement. Hein. Moi, je tourne tout le temps avec les mêmes. Et comme vous, la majorité d'entre vous. Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est Abdul qui disait toujours j'arrive à mettre mes techniques sur des mecs qui me connaissent par cœur. Alors, le jour où j'affronte un mec qui, lui, ne tourne jamais avec moi, j'arrive à le surprendre. Mais en même temps,
Abdul, il est habitué à toujours tourner avec les mêmes personnes. Ça aussi, ça peut jouer contre lui. Donc le jour où il va avoir un mec à un jeu différent, ça peut être le perturber. Donc il y a du bon dans les deux sens, en fait. Il y a du bon dans les deux sens. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, moi j'aime bien partir, bouger, etc. Mais il faut le faire de façon intelligente. Pas aller à la guerre. Il y en a qui en ont besoin. Hein. Il y en a qui vont au Tiger chaque année pour se friter. Il y a des clubs qui sont connus où c'est vraiment plus un regroupement de sparring qu'autre chose. Et là, ben, vous pouvez, si vous êtes en off, comme il dit Fred, moi je vois pas d'inconvénient si vous aimez ça. Et surtout si votre santé vous le permet. Maintenant, attention, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très mal intentionnés. Vous avez vu Jimmy qui nous disait qu'elle arrive en taille dans n'importe quel club, ils veulent tout sa peau, quoi. Alors, salut les gars, merci beaucoup pour la réponse sur l'intensité du sparring, c'est exactement ce que je voulais. Désolé pour la mauvaise formulation. J'ai deux questions, un peu complémentaires. C'est vrai que pour le grappling comme pour le MMA, tournez plus souvent, mais avec moins d'intensité, point d'interrogation. Et l'autre question était comment se rendre compte qu'on est en surentraînement. Alors, on avait répondu à une question en fait qui parlait du fait de tourner souvent, plutôt tourner fort ou plutôt tourner souvent. C'est un peu ça la question. Donc allez-y, elle est dans la dernière FAQ. Et elle se lie totalement du coup avec cette question-là, qui est comment on se rend compte si nous sommes en surentraînement. Alors, déjà que si vous arrivez en surentraînement, c'est quasiment foutu. C'était François Biozen et Yann Lemeur qui me disaient ça quand j'étais à l'INSEP, donc deux experts de la récupération. Pour moi, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur le plan international. Si tu arrives en surentraînement, il y a des gens qui ne récupèrent jamais. Pourquoi ? Parce que le surentraînement, c'est pas que physique, c'est psychologique. Donc du coup, c'est totalement physiologique. Et revenir d'un surentraînement, t'inquiète pas, t'as pas de doute. Tu dors mal, tes performances, il y en a, ils mangent quasiment plus, s'alimentent plus, ont plus d'envie, etc. Parce que ça a un gros impact sur l'humeur, c'est comme un burn-out. Hein, tu t'en rends pas forcément compte, mais ton entourage s'en rend compte. Et après, tes performances parlent d'elles-mêmes. Alors, il y a des moments donnés où tu vas faire des super perfs, même si ton état psychologique est un peu douteux. Mais par la suite, tu vas plus avancer, tu vas plus avoir de ressources d'énergie, tu vas pas comprendre, tu vas être dans une mauvaise période, tu vas dire je comprends pas, en ce moment il n'y a rien qui passe, etc. Mais je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est que quand on traversait ces périodes un peu de doute, mais souvent on franchissait un cap. Pourquoi ? Parce que notre jeu évoluait. Et le temps que l'on s'adapte à notre jeu, à notre nouveau jeu, on avait un peu un laps de temps en fait qui se passait. Donc des fois tu crois que tu peux trop t'entraîner, mais au final tu n'es pas loin de franchir un cap. C'est là pour ça que la ligne est terrible. Hein. De toute façon, la ligne de la performance sportive, elle est terrible parce que il faut que tu sois sur une ligne qui te permette de progresser, mais en même temps qui te permette de ne pas te blesser, de ne pas non plus te surmener. Donc on parle souvent de surmenage avant d'atteindre le surentraînement. Parce que le surentraînement, là, des fois, même vous allez occasionner par exemple la destruction musculaire qui peut être irréversible. Hein. Je crois que c'est Larry Wills d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qui a eu des gros problèmes au niveau de la myologie. Donc voilà. Donc le surentraînement, déjà à vous de regarder de calculer votre charge sur la semaine, et après derrière analysez-la, regardez si vous dormez bien, si vous vous alimentez bien. Alors c'est difficile de dire si on s'alimente bien ou pas, hein. C'est ça qu'il faut être suivi selon moi, mais voilà. Mais je pense qu'après c'est assez parlant, hein. On n'a pas le doute, quand on arrive dans le surentraînement, en général on n'a pas trop de doute. Jay qui nous dit hello, concernant la presse oblique, les contraintes au niveau lombaire, mythe ou réalité, sont-elles pires que sur d'autres machines? Est-elle un outil intéressant? Comme d'habitude, merci pour tout. Alors la presse oblique, moi j'aime bien les presses quand c'est fait de façon unilatérale. Maintenant, si tu trouves qu'elle met des contraintes, j'encourage toujours à réduire l'amplitude sur les mouvements. C'est ça qui est intéressant, c'est de réduire l'amplitude. Réduisez, et au moment où vous allez du coup réduire l'amplitude, vous allez identifier à quel moment du mouvement, d'accord, donc c'est là où pour moi il faut prendre des notes, hein, à quel moment du mouvement vous sentez une gêne, que ce soit en bas du dos, que ce soit au niveau des ménisques en général, hein, et même il y en a qui ont un problème au niveau de la hanche ou de la cheville. Hein. Sur les presses, on l'a déjà vu, mais sur tous les mouvements en réalité. Donc moi, j'aime pas bannir un mouvement à proprement parler, mais je trouve qu'on peut par contre le cibler et et l'adapter en fonction de ces problématiques. Donc voilà, et de ces leviers biomécaniques. Alors après, je me suis rendu compte aussi avec le temps, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo, parce que j'ai beaucoup de thèmes à aborder, c'est que je me suis rendu compte que plus ou moins tout le monde répondait au même mouvement.
bizarrement. Par contre, on ne réduit pas à la même contrainte. Mais ça, il faudra que je le développe parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Arthur, salut les mecs. Comment se passe l'échauffement avant un combat de MMA? Comment les combattants font pour activer la machine au niveau du cardio? Et combien de temps avant le combat, merci pour le contenu? Alors ça c'est vraiment propre à chacun. Pour le coup, Aldric Sata peut vous le dire, moi je ne m'échauffe quasiment pas. Alors c'est-à-dire que quand je vous dis je ne m'échauffe pas, c'est 5 minutes avant. Si je m'échauffe un peu plus, je me grille totalement. Alors c'est depuis petit que j'ai été habitué à faire ça. Mon premier combat, je devais avoir 12 ans, ou 11 ans, je ne sais plus. Et du coup, notre entraîneur nous faisait chauffer un tour chacun parce qu'on était petits, donc on passait vite fait au PAO, après on allait combattre. Et donc je pense que ça a dû, effectivement, je suis resté dans ces protocoles et j'avais cette croyance. En fait. Par contre, j'avais des copains à moi qui, eux, étaient obligés de faire énormément de leçons, énormément de PAO. Limite, ils faisaient un premier combat. Je sais que Farid Keder, le judoka qui avait combattu chez moi, lui faisait un vrai round. Mais un vrai round, intensité max. Où il prenait les coups, etc. Il était hors de question pour lui de rentrer dans le premier round, de faire un premier round comme ça. Il fallait qu'il fasse son premier round dans le vestiaire. Et t'en as énormément qui sont comme ça. Donc il n'y a pas de... Moi, j'aurais trop peur de me griller. Mais il y a des gens qui, eux, en ont besoin. Ils ne peuvent pas se mettre, passer de 0 à 100. Ils en sont incapables, même au niveau de leur concentration et de leur visualisation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le cibler. L'orientation de votre échauffement doit être ciblée en fonction de vous, ce que vous faites, surtout la structure. Si vous ne faites pas des échauffements d'1 heure, n'allez pas le faire avant un combat. Parce que alors là, vous êtes mort. Vous allez arriver complètement grillé. Combien j'ai vu d'athlètes? Et ça, par contre, c'est une grosse faute que je voyais souvent dans les salles d'échauffement. C'est les mecs attaquer l'échauffement métaux. Des fois, des 1h30 avant, tu arrives au combat, t'es mort. T'es mort, t'es grillé. Je pense qu'il y a un juste milieu. Maintenant, si vous êtes habitué à faire des petits... Il y en a qui font un petit réveil musculaire le matin, etc. etc. Voilà, si vous avez des croyances, parce qu'après, vous savez, vous allez créer des... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Des petites routines, en fait, que lors des compétitions. Et si on vous enlève ces routines, ça vous met inconfortable. Donc, il faut toujours trouver le compromis entre les bénéfices que tu vas en tirer sur le plan physique, mais l'échauffement aussi, où tu vas en tirer sur le plan psychologique. Ce décor où je suis là, les gars, pour faire une FAQ, il est extraordinaire. J'ai l'impression que je suis un trader. Alors, Jean Del Marmol qui nous dit: comment structurer des séances en salle lorsqu'on s'entraîne en MMA grappling 4 fois semaine? Plutôt prioriser le spécifique ou le full body dans le but d'améliorer la condition physique et l'explosivité, rapidité pour le MMA évidemment, merci. Les balaises, force à nous. Alors, c'est là où je dis qu'il faut être suivi. Parce que étudier la charge d'entraînement et la complexité d'une orientation en préparation physique, c'est pour ça que moi je ne fais pas ma préparation moi. Je suis incapable. Alors oui, si tu me fais lire, si tu me fais lire ma programmation sans me dire que c'est la mienne, je vais être objectif. Mais le problème, c'est que je sais que c'est la mienne. Et des fois, je vais rédiger des papiers sur moi, mais après, je fais totalement l'inverse le jour où j'arrive à la salle. Pourquoi? Parce que j'ai la vie, le contexte familial qui fait que. Alors que quand c'est Fred qui me le fait, il prend en considération ça, certes, mais il ne prend pas en considération aussi mes envies. Parce que moi, si je m'écoute, je fais toujours la même chose. Et je mange toujours la même chose aussi. Donc, c'est pour ça que je délègue. Je délègue cette partie-là. Parce que même, ça me mine. Et je ne suis pas objectif envers moi-même. Mes temps de repos sont différents, tout est différent. Et ça c'est... Tu le payes. Donc, en fait, déjà, si tu as 4 entraînements par semaine, je te conseille surtout de bien t'entourer. Parce que il n'y a pas réellement de mieux. Nous, de façon empirique, on a tout testé. Le full body, le split, le PPL, on a tout testé. Maintenant, les données, on les a récoltées. On l'a vu pour les rugbyman, ce qu'on en tirait. On a vu pour les combattants ce qu'on en tire également. On a tenu des feedbacks, parce que ce n'est pas le tout d'avoir que des témoignages. Il faut aussi tenir des feedbacks. Il faut avoir des outils qui vous permettent de mesurer, de quantifier et d'analyser derrière ce que vous allez mettre en place. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile et c'est ce que j'ai appris à l'INSEP, c'est à utiliser ces outils-là. Ce n'est pas réellement à construire des séances ce que j'ai appris. C'est surtout à comprendre ce que je faisais. Et à apprendre, et j'ai appris à apprendre aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as une vision universitaire. Et en France, on est peut-être pas les meilleurs pour appliquer. Mais par contre, pour apprendre, on est des tueurs. Voilà. Quand tu es à l'université, on t'apprend à apprendre. Et après, si toi, d'ailleurs, tu le lis à ta passion, ça, tu peux
Tu peux du coup te documenter. Donc pour travailler l'explosivité, et ça dépend des individus, un mec comme moi qui est explosif déjà de nature, va pas travailler du tout comme Fred, qui est plus un profil d'endurance de force. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement c'est plus une réflexion dans son ensemble. Je rappelle aussi les amis, parce que j'ai eu pas mal de questions sur ça. Maintenant je fais les appels. Je fais les appels parce que ça fait très longtemps qu'on me sollicite pour ça. Donc là j'ai 2 appels demain. Je vous explique comment ça fonctionne. Il y a des personnes, ils me préparent des questions sur la prépa physique, la diététique, la nutrition, le MMA, fait la préparation. Et on s'appelle et je réponds à toutes leurs questions. Voilà, par rapport à eux. Donc je leur dis, voilà, j'en ai eu un hier, comment j'adapte ma charge d'entraînement, je m'attelle tel jour, tel jour, tel jour, comment tu ferais toi, pam, 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 j'ai un combat, mon planning il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'était un judoka. Et donc j'y ai tout fait avec lui. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message sur Instagram. Maintenant je fais ces calls. Pour l'instant, j'ai bien aimé, en tout cas, j'ai kiffé échanger. Je vais me limiter, hein, j'en ferai pas beaucoup. Je vais limiter à pas beaucoup de personnes, parce que sinon je vais devenir fou. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça me permet d'échanger avec d'autres personnes que mes athlètes. Donc voilà, alors, vous n'êtes pas obligé non plus d'être un athlète, hein, si vous voulez une remise en forme, etc. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, d'échanger. Donc on se fait un petit Skype et on échange. Bon, n'hésitez pas du coup à me contacter. Rangola qui nous dit: salut les gars, combien de fois faut-il s'entraîner son coup par semaine pour les sports de combat MMA? Merci pour votre contenu. C'est compliqué aussi cette question parce que je vois plus de gens faire n'importe quoi pour muscler le cou que des gens réellement se muscler le cou. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de pire. Mais quand je dis bien, il n'y a rien de pire pour te blesser que mal entraîner ton cou. Et alors là, écoute-moi, si vraiment tu arrives à provoquer cette blessure, à provoquer une blessure, là, on est foutu. Là, je te dis, c'est ta vie, là. C'est-à-dire que même pour dormir, etc., ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Donc, ça dépend déjà le sport que tu pratiques. Là, tu dis le MMA, mais il faut que tu arrives à isoler des mouvements. Je vais me mettre sur le club des balaises des mouvements que je sais qui sont moins risqués. Parce que le bénéfice-risque du coup, sur le travail, les muscles du cou, c'est entre les risques et les bénéfices. Mais alors là, c'est terrible. Parce que je vous dis, j'ai un mec que je connais, un rugbyman, et pourtant il avait un sacré coup. Il peut plus faire ça, quoi. Donc là, il a un côté qui est carrément bloqué. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte dans sa vie de tous les jours. Quand il se tourne comme ça, le mec. Donc non. Pourquoi? Parce qu'il musclait son cou et un jour, c'est pas passé. C'est pas passé. Il faisait, ouais, il faut que tu renforces, jusqu'au moment où, au-delà de renforcer, c'est un peu comme si quand tu travailles à fond, mettons ton soulevé de terre pour te renforcer le dos, et qu'un jour ça lâche, hein, tout simplement. Alors hernie ou autre, peu importe. Mais des fois, ça peut créer Et le pire, c'est que c'est pas... la douleur n'a rien à voir des fois avec le diagnostic. Et c'est là où il faut être vigilant. Et ça, on le voit beaucoup avec les chirurgiens, avec tous les témoignages qu'ils peuvent effectuer. Vous voyez bien Frédéric Dussert, donc le chirurgien qui intervient sur la chaîne, pardon. N'hésitez pas du coup à aller voir les vidéos aussi également. Il explique, il y a des gens qui ont une arthrose surdéveloppée sur certains membres, qui n'ont carrément pas de disque intervertébraux, ils ne sentent rien. Ils ne ressentent rien. Et tu as des mecs qui ont à peine un début d'hernie discale, ils souffrent le martyre. Donc on n'est pas du tout... tout ce qui est nerf sensitif ou moteur, on n'est pas du tout égaux face à ça. Donc c'est pour ça il faut être vraiment faut être vigilant aussi même dans les gens qu'on va consulter. Pourquoi? Parce que attention de ne pas être biaisé par le comment ça s'appelle par le résultat du diagnostic qui pourrait avoir une influence après derrière sur votre état d'humeur et votre performance. Donc voilà les amis. Donc les amis, je rappelle toujours le but quand c'est de la préparation physique, essayez toujours d'individualiser. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et surtout, le plus important, je le répète, c'est l'adhésion. C'est croire en ce que vous faites. C'est croire en son entraîneur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être la base de votre pyramide. C'est de croire en ce que vous faites. Si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien d'attaquer même le programme. Alors après, souvent, quand vous allez voir les résultats, même si vous n'y croyez pas spécialement, vous allez vous y tenir. Donc ça aussi, c'est important de voir les résultats et de voir les résultats aussi sur les entraîneurs. C'est pour ça que je dis que tant que le corps et l'âge te le permet, tu dois t'entraîner en tant qu'entraîneur. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire. Là, je me suis bien remis en forme, j'ai fait une bonne sèche, c'était surtout pour montrer l'exemple à mes élèves et pour montrer que même qu'on en chie tous, on est tous dans le même bateau, quoi. C'est pas évident, mais voilà. Donc voilà les amis, je vous remercie encore à tous pour la force que vous nous donnez au quotidien. Vous êtes des tueurs et je vous dis à très bientôt.